Le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de 2017 à 2019 de connaître un essor fulgurant. Le thème choisi pour mon intervention, l'OMVS et la promotion de la sécurité énergétique et alimentaire, défis actuels et perspectives, que les activités de notre organisation, au-delà de leurs impacts directs sur la gestion de la ressource en eau, contribuent indirectement à la sécurité de nos États membres. C'est pour nous un réel motif de fierté. Permettez-moi d'abord de vous présenter l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est l'histoire de la rencontre de 4 États partageant une vision panafricaine de la gestion solidaire d'un cours d'eau transfrontalier. J'ai commencé par une présentation générale du cadre physique du bassin versant. En effet, le fleuve Sénégal est le deuxième plus grand fleuve de l'Afrique de l'Ouest. Il est long de 1800 km et son bassin couvre une superficie d'environ 325 000 km². Le bassin du fleuve Sénégal est partagé entre 4 pays, le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal. La pluviométrie du bassin varie fortement à la baisse, de la source à l'embouchure, à Saint-Louis. Si la pluviométrie moyenne annuelle du bassin est de 550 mm par an, sa partie guinéenne, Mamou à Labé, enregistre près de 1500 mm par an, contre seulement 200 à 250 mm par an dans la partie septentrionale de Podor, Kaïdi à Mauritanie. Ce contraste pluviométrique est atténué par le fait que le fleuve transfère chaque année des milliards de mètres cubes d'eau des régions très arrosées du haut bassin, vers Mamou, vers les régions sahéliennes arides de la vallée et du delta, à Rosso et à Saint-Louis. Ce dispositif particulier explique la grande richesse des milieux biophysiques du bassin ainsi que la grande diversité des systèmes de production du bassin. Le fleuve Sénégal est porté et formé par la réunion de 2 affluents, le Bafi en mandingue, le fleuve noir, et le Bakoy en mandingue, le fleuve blanc, parce que les eaux de ces fleuves-là présentent ces couleurs-là, qui se rencontrent à Bafoulabé au Mali. Et Bafoulabé, en mandingue, ça veut dire la rencontre de 2 rivières. Le Bafi, sa composante principale est longue de 800 km et prend sa source dans le plateau central du massif du Fouta Djallon, près de la ville de Mamou en Guinée. À Bafoulabé, en aval de Manantali, le Bafi est rejoint par le Bakoy qui prend sa source en Guinée avant de rejoindre le Bafi. Le Bakoy reçoit sur la droite le Baoulé. En mandingue, le Baoulé, ça veut dire le fleuve rouge. Le fleuve Sénégal est ainsi formé par la jonction entre le Bafi et le Bakoy et reçoit le Colombiné, puis le Karakoro sur la droite et la Falémé sur la gauche, à 50 km en amont de Bakel. La Falémé prend sa source dans la partie nord du Fouta Djallon en Guinée. À Bakel, le volume annuel moyen des écoulements du fleuve Sénégal est de 20 à 22 milliards de mètres cubes pour la période de référence 1903-2015. Vous entendrez beaucoup de chiffres, mesdames et messieurs. La gestion de ce bassin versant est menée par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui fêtera ses 50 ans le 11 mars 2022, donc dans quelques jours. Mais l'idée de mettre en valeur le fleuve remonte plus loin. Sans vous entraîner dans un long rappel historique, je me contenterai de rappeler quelques dates et quelques événements pour permettre de mieux comprendre la belle histoire de cette organisation sous-régionale d'intégration autour de l'eau. Les premières idées de valoriser les ressources du fleuve Sénégal précèdent de loin la création de l'OMVS en 1972, et même, peut-on dire, la période coloniale.
L'empire mandingue, qui rayonnait dans une bonne partie du bassin du fleuve Sénégal entre le XIIIe et le XIVe siècle, avait une économie fondée sur l'agriculture, entre autres du mil, sorgho, blé dur, etc. L'agriculture de décrue, l'élevage transhumant et le commerce, les populations des basses terres du bassin, celles de la vallée notamment, utilisaient le repli de l'eau pour pratiquer l'agriculture de décrue. Malheureusement, le commerce triangulaire, 16e au XVIIIe siècle, donne un coup d'arrêt au développement du bassin. Mais avec la fin de ce odieux trafic et l'industrialisation de l'Europe, les besoins en produits agricoles deviennent importants. Ainsi naissent les premières tentatives d'aménagement du fleuve Sénégal. En 1802, l'autorité coloniale publie le plan de colonisation agricole du Sénégal. 20 ans plus tard, en 1822, une expérimentation eut lieu avec le jardin d'essai de Richard Toll dans le delta du fleuve Sénégal. L'objectif était de développer des cultures d'exportation comme le coton. En 1892, débutèrent les premières études complètes sur les conditions hydrographiques du fleuve, avec pour objectif la navigation entre Saint-Louis et Cayes. Ces études se termineront en 1908 par la publication des instructions nautiques du fleuve entre Saint-Louis et Cayes. En 1927, une société privée dénommée l'Union hydroélectrique africaine, l'UHEA, a été créée dans l'objectif de réaliser l'étude d'aménagement du fleuve pour les besoins de la navigation, de l'irrigation et de la production d'électricité. Parmi les projets de l'UHEA figure la construction d'un barrage réservoir d'une capacité de stockage de 16 milliards de mètres cubes à Gouina, au Mali, afin de faciliter la régulation du fleuve sur la base d'un débit de 600 mètres cubes secondes et la construction d'une centrale. Je dois expliquer que cela n'a pas eu lieu, et avec les changements climatiques et la baisse de l'hydraulicité, aujourd'hui, on a construit plutôt à Gouina un barrage hydroélectrique qui va être bientôt livré et qui a une capacité de 140 MW. Déjà, à cette époque, on se rend compte qu'avec l'UHEA, les trois piliers des activités de la future OMVS sont déjà définis: la navigation, l'agriculture et la production d'énergie hydroélectrique. Vous convenez avec moi que nous retrouvons donc déjà les deux points importants de notre cours d'aujourd'hui: la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique. Dans le XXe siècle, les actions d'aménagement vont encore se poursuivre et même s'accélérer. C'est ainsi qu'en 1935 fut créée la mission d'études du fleuve Sénégal, organisme public chargé de la conduite et de l'exécution de toutes les études et de tous les travaux à réaliser en vue de l'aménagement du fleuve, au triple point de vue de l'irrigation, de la navigabilité du fleuve et de la production hydroélectrique sur les territoires du Soudan, l'actuel Mali, de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal. 3 ans plus tard, en 1938, la France crée la mission d'aménagement du fleuve Sénégal pour exécuter les missions assignées à la mission d'étude du fleuve Sénégal. Paralysée par la Seconde Guerre mondiale, la mission reprend ses activités en 1959 en tant qu'organe commun aux États riverains, mais sans la Guinée devenue indépendante en 1958. En 1960, les 3 autres États membres deviennent indépendants comme la Guinée. En 1963, les 4 États riverains créent le comité inter-État. Pour la première fois, une convention relative à l'aménagement complet du fleuve fut signée et le fleuve et ses affluents sont proclamés cours d'eau international. Le comité inter-État avait l'ambition de mettre en valeur les ressources du bassin du fleuve. En 1968, l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, OERS, composée des 4 États, remplace le comité inter-État. Malgré ses objectifs ambitieux, l'ORS, malheureusement, fut dissoute très tôt. En 1972, le Mali
la Mauritanie et le Sénégal créent le 11 mars à Nouakchott l'OMVS dans un contexte de sécheresse. En somme, l'OMVS est le fruit d'un long processus d'initiative mené pour la maîtrise et l'exploitation rationnelle des ressources du fleuve Sénégal. Messieurs les généraux, mesdames, messieurs, les officiers supérieurs, mesdames et messieurs, chers auditeurs, la création de l'organisation coïncide avec deux événements majeurs: la sécheresse des années 1970 et le premier choc pétrolier. Le choc pétrolier de 1973 à 1974 a été un événement très remarqué qui a considérablement secoué de nombreux marchés et perturbé les économies de plusieurs pays. Retenons que ces conséquences ont été désastreuses et diverses. Elles ont rendu encore plus fragiles les économies de plusieurs pays qui n'avaient qu'une décennie d'indépendance, dont le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, les États membres de l'OMS. La même période sévit une grande vague de sécheresse qui a démarré à partir de 1970. Elle est quasi générale dans le bassin. Le déficit pluviométrique à l'époque varie de 10 à 30% par rapport à la normale dans les régions septentrionales. Saint-Louis et Matam ont eu des déficits respectifs, pour illustrer ce propos, de 55 à 52%. Les conséquences négatives de la sécheresse sont nombreuses. Baisse des productions agricoles, donc déficit céréalier, hausse des prix des denrées alimentaires, mortalité du bétail, baisse des revenus des populations rurales, grand mouvement migratoire vers les grandes villes d'Afrique et d'Europe. Avec ces deux événements, le bassin du fleuve Sénégal vit pendant des années des problèmes récurrents qui ont pour nom le cycle de sécheresse, la dégradation des ressources naturelles, la situation difficile des cultures sous pluie et de décrue, l'appauvrissement des populations rurales, la forte immigration des jeunes vers les villes, les centres urbains, donc, et l'Europe. Face à ces difficultés, les chefs d'État du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal, je l'ai dit, créent en 1972 à Nouakchott l'OMVS. Les missions assignées à l'organisation que je décline ci-dessous collent assurément au contexte de l'époque. Réaliser l'autosuffisance alimentaire pour les populations du bassin, réduire la vulnérabilité des économies des États membres de l'OMVS face aux aléas climatiques ainsi qu'aux facteurs externes, accélérer le développement économique des États membres, préserver l'équilibre des écosystèmes dans la sous-région et plus particulièrement dans le bassin, sécuriser et améliorer les revenus des populations de la vallée. Pour un bon fonctionnement de l'organisme créé, il a été institué un cadre de gouvernance cohérent. Ainsi, au niveau régional, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est pilotée par un organe d'orientation en matière de coopération et de développement. C'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement dont la présidence tournante est assurée par un des chefs d'État de l'organisation pour une durée de 2 ans. Le Conseil des ministres, organe de conception et de contrôle, regroupe les ministères de tutelle de l'organisation. Il se réunit 2 fois par année en session ordinaire, 2 fois par an en session extraordinaire, autant de fois que de besoin. La durée de la présidence du Conseil des ministres est la même que celle de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. L'organe d'exécution de l'organisation est le Haut Commissariat, dirigé par un Haut Commissaire nommé par les chefs d'État. Avec le développement des ouvrages que nous examinerons par la suite, l'OMVS s'est doté de sociétés de patrimoine que sont la Société de gestion et d'énergie de Manantali, en abrégé SOGEM, dont le siège est à Bamako au Mali, la Société de gestion et d'exploitation de Diama, SOGED, dont le siège est à Nouakchott, la Société de gestion et d'exploitation de la navigation Sogenav, dont le siège est à Nouakchott, la Société de gestion de l'énergie des ouvrages du haut bassin du fleuve Sénégal en Guinée, SOGEO, et dont le siège est à Conakry. Et enfin, la société filiale de SOGEM, qui est la CEMAF. CEMAF, ça veut dire Société d'exploitation de Manantali et de Felou, et dont le siège est à Bamako.
c'est l'opérateur du réseau électrique de l'OMVS, production et transport d'électricité. Nous avons également, et c'est important de le souligner, c'est la force de l'OMVS, des organes consultatifs, comme la Commission permanente des eaux. En fait, le socle de la solidité de l'organisation vient de cet arsenal juridique qui, comparativement à tout autre organisme de bassin, a prouvé par le temps que la solidarité réelle s'exerçait à ce niveau-là. La Commission permanente des eaux, par exemple, c'est elle qui se réunit 5 fois par an et toutes les allocations des ressources en eau du fleuve se décident à ce niveau. Et ça prévient énormément les conflits liés à l'usage, car comme l'a dit si brillamment le général Cissé, avec la montée en puissance de la démographie et des usages, les conflits se multiplient. Ce qui fait la particularité du fleuve Sénégal, c'est que chaque trimestre pratiquement, on se réunit dans une des capitales de nos 4 États et tous les usagers de l'eau, pour tous les usages, soumettent leurs avis et c'est là qu'une décision est prise. Et les États s'y sont pliés parce que nous avons une charte des eaux qui oblige chaque utilisateur à faire une déclaration, une demande auprès de l'organisation. Il y a le comité de bassin que nous venons d'instituer qui est pour nous une sorte de parlement de l'eau où se retrouvent toutes les catégories d'utilisation qui est absolument, on va dire, impliqué, me sont inspirés par 3 grands sages. 2 grands sages, l'autre c'est un proverbe. Le premier, c'est que, chers auditeurs, plutôt que de maudire l'obscurité, il faut allumer une bougie. C'est un enseignement de Confucius sans doute. Vous y verrez la portée symbolique de l'acte de nos pères devant une année de sécheresse difficile qui a décimé bétail et hommes. Devant le manque de ressources, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont allumé une bougie pour fendre l'obscurité. Ils ont pris leur bâton de pèlerin. Ils sont allés partout au monde pour que soit construit Diama et Manantali pour permettre de vaincre l'insécurité alimentaire et donc d'asseoir les bases d'une sécurité alimentaire dans le bassin. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement me vient d'un philosophe connu, Sénèque, qui dit qu'il n'y a pas de vent contraire pour celui qui sait où il va. Vous le verrez bien dans cette vision qui a porté l'OMS. Les pères fondateurs ont été convaincus avant nous, et c'est d'ailleurs la pertinence de ce thème pour lequel je voudrais saluer et remercier le directeur général du CHED et le président du conseil d'administration. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils savaient où ils allaient. Ils savaient que vaincre la fatalité ne demandait qu'une chose, la solidarité. Se mettre ensemble pour être crédible. Et c'est comme ça que dans un environnement compliqué, ils ont pu réunir les financements nécessaires à Diama et à Manantali. Et au lieu que chaque pays considère que c'est des siens, ils ont décidé que ce sera leur bien commun. Il n'y a jamais de vent contraire pour ceux où il va. Chers auditeurs, si vous faites de cette maxime votre vérité de tous les jours, rien ne vous résistera. J'en profite d'ailleurs pour féliciter le porte-parole de la promotion pour son discours si éloquent, qui recoupe en réalité tout ce qui a été dit par le directeur général du CHED et le président du conseil d'administration. C'est que quand on veut, on peut. Where there's a will, there's a way, disent les Américains. Et je voudrais terminer avec un adage africain qui traduit également cette vision de nos pères fondateurs, qui dit que lorsque deux éléphants se battent, c'est l'herbe de la savane qui souffre. Alors le choix de l'Afrique est simple, c'est de devenir un éléphant dans ce monde globalisé ou de demeurer l'herbe écrasée du terrain vague de l'histoire. Nos pères fondateurs se sont mis ensemble et ils ont construit ce qui peut servir de levier au développement de notre bassin. C'est pourquoi la thème de la sécurité alimentaire et le développement de l'agriculture est 2 piliers de notre organisation renforcés par la navigation. Un credo. C'est un cri lancé au monde qu'en Afrique, il y a un exemple de réussite qui se construit et qui peut être dupliqué partout au monde. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je voudrais vous remercier de votre aimable attention. Merci. Bien, loolu boo ko laajee docteur en sciences criminelles dafay nekk lu am solo parce que comme ni ñu koy wax faral di waxee science moom da ngay jàng rek nekk docteur ci criminologie taxul nga ne am naa lépp wala xam naa lépp master bi nga xamante ne bi dañ ko def actuellement nii au niveau du CERS le centre des hautes études
master boo xamante ne bi tey concevoir tey programme bi ko tëral li amee solo dafa nekk réponse boo xamante ne bi tey day andi ay réponse ay tontu ci la géostratégie day andi ay réponse tontu ci problématique sécurité bi tey ci àdduna bi ci sous-région bi ak ci dëkk bi donc yaakaar naa solo gi mu am xam bu conflit amee naka nga ciy taxawee ban réponse ci andi ban stratégie élaboré ban ngay mettre aussi en œuvre pour que non seulement continuer de renforcer dëkk bi ci biir sous-région bi ak ci biir monde bi yëpp donc dafa nekk master boo xamante ne bi tey vraiment dama invité tous les cadres supérieurs ñi nga xamante ne bi sécurité intéressé na leen ñu inscrire ci parce que le centre haute étude de défense et de sécurité nekk na école boo xamante ne bi tey créé nañ ko au Sénégal te mu ngi former ay cadres supérieurs en matière de sécurité ñu féliciter vraiment de remercier la direction générale bi nga xamante ne bi tey di ci tamit féliciter le président de la République bi am initiative pour créer école bi nga xamante bi tey mooy CERCH te bii mooy 4e promotion bi merci beaucoup